Alors bonjour à tous et déjà merci infiniment à toute l'équipe de Cambourakis d'être là. C'est vraiment un véritable honneur et voilà, j'ai dû refuser beaucoup de demandes. Il n'y a que les meilleurs. Donc voilà, c'est véritablement une maison que j'apprécie énormément. Et voilà, on aime vraiment avoir les gens en direct qui travaillent derrière cette maison d'édition et derrière toutes les autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Donc, on a Frédéric Cambourakis qui est le créateur de la maison, qui a donné son nom à la maison, qui est là, que tout le monde voit. On a Laurence Bourgeon, qui est donc éditrice en section littérature, si je ne me trompe pas. Oui, Et c'est ça. Mélissa Blanchard, qui s'occupe des relations presse, libraires, salons et réseaux sociaux. C'est ça. Bonsoir. Voilà. Alors Frédéric, d'abord une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de cette maison et de votre, entre guillemets, votre vision éditoriale? Alors, déjà vaste. Déjà, donc, merci à tous. Hein, c'est assez impressionnant. On va essayer d'être zen. Donc, la maison aura 15 ans l'année prochaine, donc création en 2006. C'est une maison donc, que j'ai, on va dire, créée, et tout seul, et évidemment pas tout seul, parce qu'on ne crée jamais des choses vraiment tout seul. Il y avait déjà une équipe, je voulais un certain nombre de personnes autour de moi. Et même si Cambourakis, c'est une SARL, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais je voulais qu'il y ait un certain nombre de personnes qui participent à l'aventure de manière un peu investie, donc même financièrement. Enfin, c'était très très peu, mais c'était important pour moi que des gens se sentent participants de l'aventure. Et moi, à l'époque, j'étais libraire, encore. J'avais été libraire déjà pendant une dizaine d'années avant. Et il était important justement que ce soit des libraires qui fassent partie de cette aventure avec moi. Donc du coup, j'ai créé la maison avec 3 ou 4 amis libraires. En fait. Donc ça, c'était en 2006. Après, c'est déjà très très vaste. La vision, la création. Commençons par l'historique. Voilà, votre parcours et donc vous étiez libraire et justement ensuite, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour créer cette maison? Alors, en fait, effectivement, donc j'ai été libraire pendant une grosse dizaine d'années, même plus que ça. J'ai commencé à la Fnac vers 93, 94, je ne me rappelle plus très bien, en histoire et en littérature. J'ai quitté ensuite la librairie pour une petite tentative en bibliothèque, on va dire. J'avais envie de bouger un petit peu comme ça dans les métiers du livre, on va dire. Et très très vite, je me suis rendu compte que les bibliothèques, par contre, ce n'était pas du tout ce que je voulais vraiment faire. J'avais besoin de ce contact avec le lecteur, mais aussi de cet aspect un petit peu même commercial, on va dire. J'avais envie comme ça d'être au contact de lecteurs et d'aller leur conseiller des livres et leur vendre aussi des livres. Il y avait cette dimension-là aussi dès le départ. Mais comment dire? C'est vrai que ça c'est impressionnant de voir toutes les têtes un peu comme ça. Je rebondisse là. Mais mettez l'affichage en intervenant si ça vous gêne, hein, avec les visages. C'est peut-être plus simple. Oui, il n'y a aucun problème. Affichage. Oups là. Excusez-moi, je suis un peu impressionné. Il n'y a aucun problème. Et c'est très touchant de voir ça aussi, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a que des gentils. Et c'est nous qui sommes impressionnés en plus, hein, Frédéric. On l'est tous, on l'est mutuellement, donc du coup voilà, mais ça va se décanter, mais c'est vrai qu'il faut que je lance un petit peu on va dire la machine vulgairement, mais bon bref. Donc en tout cas, expérience de librairie pendant longtemps. J'ai voulu y revenir, donc après cette expérience en bibliothèque, et j'ai eu l'opportunité de renouer avec la librairie, mais dans une librairie spécialisée à 1000 pages de Vincennes, spécialisée en bande dessinée. Donc moi, à la base, j'étais connaisseur de bande dessinée, mais je n'étais pas non plus un très grand amateur. Mais ça m'a justement amusé et intéressé d'avoir comme ça cette espèce de challenge et aussi cette possibilité de renouer, de revenir en librairie. Donc j'ai joué comme ça sur ces deux aspects, la possibilité de revenir et d'essayer une spécialisation qui n'était pas du tout finalement non pas ma tasse de thé, mais en tout cas qui n'était pas mon univers directement, parce que je venais quand même beaucoup plus des sciences humaines et de la littérature.
Mais je me suis donc lancé comme ça et ça a été une aventure super intéressante, vraiment, vraiment, vraiment bien. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, parce que j'ai commencé là-bas en 98, j'en ai quand même vraiment eu, on va dire, un peu marre de cette spécialisation, justement. Ça s'est un peu retourné contre moi. Parce que j'ai cherché à un moment donné cette expérience-là précise m'asphyxier un petit peu, en fait. Donc, du coup, je savais il y avait un élément qui est très vite apparu et qui est important pour la création de la maison, c'est justement le fait de plus vouloir faire de choses spécialisées. Ça, c'est un aspect important puisqu'on le verra. La maison d'édition, c'est une maison d'édition généraliste, ça j'y tiens. Et ça vient certainement aussi beaucoup de cette expérience-là, en fait. Et donc, très vite, j'ai voulu changer, donc partir de cette librairie à cause de la spécialisation, vraiment. Et à ce moment-là, déjà, j'avais un petit peu en tête l'édition, mais c'était pour moi encore à ce moment-là un petit peu trop utopique, sacralisé, inaccessible, je dirais. Et du coup, je suis parti pour plutôt essayer de monter une librairie, en fait. Donc, je suis parti dans une petite librairie à Paris qui s'appelait Page 189 et qui était une petite librairie à taille humaine de ce que j'aurais pu créer si j'avais monté ma librairie, à savoir une librairie pour 2-3 personnes, généralistes. Voilà, quoi. Et en fait, cette expérience a été super intéressante aussi, mais m'a aussi montré que j'étais arrivé au bout d'un moment de cette expérience en librairie. Et parallèlement à cette expérience, il y avait vraiment l'envie et l'évidence, je dirais, de cette expérience d'édition qui se précisait, en fait. L'édition, je pense, ayant fait avant bibliothécaire et libraire, c'était aussi une volonté de continuer à travailler les métiers du livre. C'était la dernière des expériences qui me manquait. Donc, il y avait vraiment cet aspect-là aussi, tout simplement, de continuer à approfondir les métiers du livre, quoi. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, en tant que libraire, beaucoup de choses se sont passées, et beaucoup de choses se passent qui donnent aussi envie de passer de l'autre côté, d'être éditeur, parce qu'on côtoie beaucoup de gens de ce milieu-là. C'est très intéressant. Mais il y a aussi un élément important, c'est qu'en étant libraire, on découvre plein de choses, on est en rapport avec des textes, on se rend compte aussi très régulièrement qu'il y en a plein qui sont plus disponibles, qui sont épuisés, on ne le comprend pas, et finalement, ne serait-ce que par rapport à ça, on a envie d'aller un peu tripatouiller tout ça, quoi. Donc ça a beaucoup joué. Et c'est vrai que du coup, à un moment donné, ce qui fait la bascule, c'est la confiance en soi, je dirais. C'est face à un métier comme ça, dont finalement on connaît peu de choses techniquement. Moi, je ne connaissais pas du tout le métier en dehors de ce que je côtoyais moi en tant que libraire. Je côtoyais des éditeurs, je côtoyais des auteurs, je côtoyais des représentants. Tout ça, donc, chaîne du livre est quand même donc, en partie très lié à l'édition, mais malgré tout, ça reste assez flou, quoi. Et donc, totale méconnaissance de ce qu'est une maison d'édition, mais malgré tout, à un moment donné, ce qui a fait la bascule, malgré cette méconnaissance technique, je dirais, c'est la confiance en soi, donc je me répète, c'est l'envie. Et voilà, à un moment donné, ça passe, quoi. Donc, le projet initial qui était le plus sérieux, qui était plutôt de monter une maison, de monter une librairie, pardon, a en 2 ans finalement basculé vers une évidence d'aboutissement, je dirais, de travail, de recherche comme ça dans les métiers du livre. Et donc, l'édition était ce qui restait à faire pour moi, quoi. Voilà. Alors, comment se sont passés les débuts de la maison? Est-ce que ça a été plutôt difficile ou est-ce que tout de suite, vous avez eu un beau retour des libraires et des lecteurs? Alors, dans ces évidences qui m'ont permis quand même de me lancer, il y avait une évidence qui était celle que je connaissais quand même très très bien la librairie, parce que j'avais été libraire. J'étais libraire. D'ailleurs, je suis resté libraire la première année. J'étais parallèlement, donc en 2006-2007, libraire et éditeur. Et ça, c'était primordial pour moi. C'est ce qui m'a, je pense, permis de passer le cap, comme je l'ai déjà un peu évoqué, mais aussi effectivement que ça démarre bien.
puisque la première année, en fait, j'ai été en autodiffusion. Donc, j'étais tout seul avec mon sac à dos pour aller voir les libraires et essayer de placer mes livres. La diffusion Actes Sud est venue plus tard, enfin plus tard, pas tellement plus tard, mais une bonne année après. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai principalement travaillé avec les 200, 150, 200 libraires que je connaissais déjà, en fait, qui étaient soit des amis vraiment, soit des gens que je connaissais de nom, enfin, où j'avais déjà eu des contacts. En fait, dans la librairie 1000 pages, j'étais un des responsables de librairie et on faisait partie d'un réseau qui s'appelait Initial, qui existe toujours d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, j'allais des fois faire des réunions comme ça de librairie à travers la France où les responsables de librairie se retrouvaient pour élaborer la politique du réseau. Et donc, comme ça, j'ai rencontré énormément de libraires du réseau. Donc, je me suis quand même vraiment appuyé là-dessus pour bien me faire accueillir. Je connaissais les pratiques aussi, ce qui est quand même très, très important puisque quand on ne connaît pas les pratiques et qu'on démarche les gens, surtout en autodiffusion, ça peut vite mal se passer. Parce que là, justement, c'était des techniques, là pour le coup, que je connaissais, parce que c'était des techniques de libraire. Et tout ça m'a permis vraiment de bien commencer. Alors, après, il faut être clair aussi. J'ai commencé, on a commencé, parce que j'étais pas complètement tout seul, jamais. On a commencé aussi avec le travail de Zaina Abirached en bande dessinée. Il y a des fans ici, je crois. Et c'est vrai que bon, ça a aidé, puisque il y a eu des trois, dans les premiers livres, comme ça, dans les 4-5 premiers livres, il y a eu 3 Zaina Abirached. Et le troisième, donc le jeu des hirondelles, qui était le premier vrai livre avec la diffusion Actes Sud juste un an après, ça a très bien marché. Très vite, on en a vendu 10 000. Donc, et maintenant, on est à 20 000 exemplaires, enfin, plus. Donc, c'est sûr que voilà, il y a eu ce succès-là qui très vite aussi a permis, vu que j'étais une structure vraiment toute petite, avec très très peu de frais, de pouvoir se développer, pouvoir être connu un minimum aussi, puisque non seulement ça a été un succès de librairie, mais il y a eu beaucoup de presse. Voilà. Donc, ça a permis comme ça de toucher tout de suite un certain nombre de paramètres de l'édition, à savoir aller travailler la communication, aller travailler oui, donc beaucoup de choses très, très différentes comme ça, le commercial et autres. Et ça a permis de le faire d'une manière assez positive et facile. En fait. C'est toujours plus facile quand c'est des gens qui viennent vers vous que l'inverse. Et là, pour le coup, pour Zaina, c'est la presse qui est venue nous voir. Donc voilà. Donc l'accueil a été quand même assez vite plutôt bon. Alors c'est vrai qu'il a été assez aussi différencié parce que, donc, comme je l'ai dit au tout début, pour moi c'est important, Cambourakis c'est une maison d'édition généraliste. Ça avait vocation à l'être, ça l'a été dès le départ, pas de la même manière, puisque j'ai commencé qu'avec 2 domaines, le domaine de bande dessinée et le domaine de littérature. La jeunesse est venue beaucoup plus tard, elle est venue en 2012. Et en 2015, ensuite, il y a eu les sciences humaines. Enfin bon, voilà. Mais tout ça, c'était, à part les sciences humaines, un peu plus imprécis, mais sinon, tout ça était prévu, je dirais. Il y a encore d'autres choses de prévues. Mais en tout cas, au début, on a commencé qu'avec de la bande dessinée et de la littérature. Et très clairement, pendant les 2-3 premières années, on a été connu pour de la bande dessinée, quoi. Ça a pris beaucoup plus de temps pour faire connaître le catalogue de littérature. Au début, il était assez spécialisé littérature hongroise, ce qui était fait exprès, c'était voulu d'ailleurs. Donc je savais très bien qu'on n'allait pas du tout être accueillis de la même manière, que le temps n'allait pas être le même dans l'accueil entre justement la bande dessinée et la littérature. Aussi, grâce à mon expérience, puisque j'avais réussi aussi à actionner, ayant travaillé 10 ans donc, dans une librairie spécialisée BD, un certain nombre de réseaux, de liens qui ont fait que ce domaine-là, dans le catalogue, a tout de suite été plus efficace, je dirais. Donc voilà quoi. Mais sinon, je sais pas, pour revenir sur la vision, parce que ça c'est important, sur la dimension Cambourakis, maison d'édition un peu généraliste, je pourrais donner comme ça quelques éléments, quelques bribes de choses qui détailleront, on va dire, une sorte de ligne éditoriale. Quand on regarde le catalogue, il y a plusieurs petites choses qui se démarquent. Il y a énormément de traductions, par exemple.
Je pense que dans tous les domaines, on doit être à peu près dans un ratio, on fait 80% de traduction et 20% de créa. Donc créa, c'est les créations françaises directement. Donc ça, c'est un élément. Donc cet aspect généraliste avec tout de suite tous les domaines que je voulais aborder, les sciences humaines, la littérature, la jeunesse, la bande dessinée. En jeunesse, pour l'instant, c'est que les albums. Plus tard, j'espère développer aussi la littérature 8-10 ans et la littérature adolescente. Bon, voilà. Donc, il y a un certain nombre de paramètres comme ça qui vont définir ce qu'est la maison, au-delà de ce qui peut paraître être un peu une évidence, mais au-delà d'un minimum de qualité, quoi. Ça, c'est la base. Tout le monde, pas tout le monde, on essaie plus de faire globalement des bons livres, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait vraiment une haute tenue de qualité littéraire. Voilà. Léna? Et comment vous procédez Oui, à vos choix? Pardon. C'est moi. Alors, Sandra. Vas-y, Sandra, vas-y. Comment justement vous procédez à vos choix éditoriaux finalement? Ça, c'est une pareille, question très, très, très vaste, parce qu'il n'y a pas vraiment une manière de faire, quoi. C'est pareil, si je repartais un petit peu comme ça dans le temps, je pourrais brosser comme ça plusieurs, parce que toutes, je ne vais pas les penser d'ailleurs. Mais par exemple, quand j'ai commencé, pour ce qui est de la bande dessinée, donc là, à cette époque-là, on est en 2006, 2005, 2006, parce que création 2006, mais donc forcément, on travaille un petit peu en amont. Un auteur, enfin une autrice, par exemple, Johanna Elgren en bande dessinée, suédoise, elle, je l'ai trouvée donc tout seul, en cherchant sur Internet, en me promenant, et notamment sur, ça va vous faire rire un petit peu, parce que c'est un peu un dinosaure, mais je l'ai trouvée sur MySpace, on va dire. Donc, voilà, se baladant comme ça sur les réseaux sociaux, MySpace étant à l'époque un réseau plutôt axé illustrateur ou musique, si je me rappelle bien. Je me baladais un petit peu là-dessus pour trouver des illustratrices, illustrateurs, et du coup, j'ai vu son boulot. Je lui ai écrit, et elle n'avait pas publié en Suède. Et du coup, on a discuté, on a commencé à s'écrire, et à un moment donné, genre un mois ou deux après, elle m'a proposé un livre. Donc voilà, donc ça peut être tout simplement ça. Si je prends pareil, Jason Chiga avec des titres comme Book Hunter, Vanille Chocolat, voilà, qui est un auteur américain, c'est pareil. Au tout début, ça a fait partie des choses qui sont de la recherche, du travail sur Internet, beaucoup. Aller sur des sites d'auteurs qu'on aime bien, et ensuite aller dans ces espèces de petits liens sur le côté d'auteurs qu'ils aiment bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de site en site, on arrive comme ça sur, à un moment donné, un illustre inconnu américain, Jason Chiga, qui a un bouquin en lecture directe sur le site, Book Hunter. Je le lis en anglais, boum, je lui écris direct, et 3 jours après, on signe le contrat. Donc voilà, donc ça peut être ça, ça peut être le travail seul. Après, il ne faut pas rêver, c'était aussi un travail seul, parce que je ne savais pas faire autrement. Donc voilà. Donc après, il y a des choses qu'il faut apprendre. Une des façons maintenant, je dirais, la plus évidente, et qui est la façon la plus traditionnelle de travailler des éditeurs, c'est de travailler avec les éditeurs étrangers ou les agents. Alors c'est un peu différent quand on travaille justement en création, où là où il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont arriver un peu directement comme ça par la poste, ou quand on travaille avec l'international pour les traductions. Donc là, le rôle des agents ou des éditeurs étrangers est très très important. Mais ça, il a fallu que je l'apprenne, il a fallu du temps pour ça. Donc, autre piste qui est pour moi aussi très importante, et qui a été aussi importante au début, le temps que j'apprenne justement, et que je rencontre comme ça des agents et autres éditeurs, c'est les traducteurs. Les traducteurs sont vraiment des passeurs très importants dans le métier, quoi. Ça, c'est vraiment, et c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup des traducteurs qui m'ont aidé comme ça à aller vers des textes, puisque j'y reviens, mais c'est vrai que m'étant lancé comme ça un petit peu à la hussarde, je ne savais pas comment faire en fait. Donc voilà, j'ai fait des choses qui me paraissaient naturelles, et ce qui paraît aussi naturel, c'est que c'est l'humain. L'humain doit être au milieu de tout ça. Il y a des passeurs, on ne les trouve pas tout seuls, les textes, donc il faut aller
voilà, il faut rencontrer des gens et souvent les traducteurs jouent ce rôle-là, quoi, de passeur vis-à-vis d'autres gens ou simplement donc les textes, tout simplement. Donc c'est des exemples, quoi, que ce soit tout seul du travail, derrière son ordinateur, c'est maintenant possible et de plus en plus. Donc ça c'est une bonne façon de faire. C'est une façon qu'il faut en plus toujours essayer de garder à l'esprit parce qu'avec le professionnalisme, on va avoir tendance à être feignant et à se laisser un petit peu travailler avec les agents, à se laisser proposer des choses. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'il y a besoin de garder la fraîcheur, il y a besoin de garder le dynamisme. Et le mieux pour ça, c'est quand même de travailler, alors non pas tout seul, parce que c'est vraiment bien de travailler avec des gens, mais de continuer à chercher par soi-même, quoi. De continuer à chercher avec des gens, des traducteurs ou tout seul, mais voilà, essayer comme ça de garder un minimum de trouvailles qui ne sont pas du tout liées aux agents et aux éditeurs directement, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Parfait, parfait. Léna, tu voulais intervenir? Alors, ouais, j'avais une petite question. Alors, du coup, maintenant, j'en ai deux. La première, c'était pourquoi le choix d'Actes Sud dans le réseau de diffusion? Et la deuxième qui complète finalement la première, c'est est-ce que parfois, il n'y a pas eu de collusion, de télescopage dans le choix peut-être de certaines traductions? Parce qu'on sait qu'Actes Sud traduit aussi énormément. Alors, pourquoi le choix d'Actes Sud? Alors, quand j'ai commencé, donc, comme je le disais, j'ai fait 1 an d'autodiffusion. Mais dès le départ, je savais qu'il fallait que j'ai un diffuseur. Ce n'était pas possible de travailler sérieusement, de créer une maison qui allait un petit peu, qui allait être pérenne si possible et qui allait évoluer un minimum sans diffusion. C'est vrai que j'ai voulu créer une maison d'édition qui me fasse vivre. Et si possible, qui fasse vivre d'autres gens. L'idée, c'était de monter une équipe et tout ça. Bon, donc tout ça, ce n'était pas possible de le faire en autodiffusion. Ça aurait été trop limitatif. Donc, tout de suite, c'est de poser cette question-là, effectivement, du diffuseur. Et dès le départ, il n'y avait que, pour moi, 2 diffuseurs qui étaient… il y aurait pu en avoir 3, mais il y en avait 2 qui étaient évidents. C'était Harmonia Mundi, je ne sais pas si vous connaissez. C'était Harmonia Mundi et Actes Sud. Alors, Harmonia Mundi, pourquoi? Parce qu'ils avaient un catalogue de diffusés assez génial et que je me voyais bien être parmi tous ces gens-là. D'ailleurs, c'était mon choix premier, en fait. Et Actes Sud, parce que, mine de rien, leur catalogue de littérature correspondait complètement à différents courants de littérature, domaines littéraires que j'aimais particulièrement, notamment la littérature scandinave. Voilà, c'est aussi avec eux que j'ai découvert pas mal de choses, notamment en littérature suédoise. Mais donc voilà, mon premier choix, ça a été quand même vraiment plutôt Harmonia Mundi. Et donc, je les ai démarchés et ils n'ont pas voulu. Voilà. Bref, tant pis. En fait, à l'époque, c'est au moment où ils ont voulu créer un domaine de bande dessinée, en fait, chez Harmonia Mundi. Et à un moment donné, en fait, ils ont voulu rassembler des éditeurs de bande dessinée et créer une diffusion spécialisée bande dessinée. Et en fait, moi, malheureusement, je dirais, je les ai vus dans ce cadre-là. J'ai écrit, et finalement, c'est ça qui les a interpellés, puisque je proposais aussi de la bande dessinée, mais aussi de la littérature. Et finalement, ça, ils n'ont pas vraiment fait attention. Ils se sont vraiment intéressés plutôt à la bande dessinée. Et j'ai rencontré le directeur commercial à l'époque, on a parlé vraiment que de ça, finalement. Donc, c'était un peu frustrant. Mais et voilà. Et en fait, il n'a pas du tout cru dans le projet de Zaina Abirached. Il pensait que ça ne marcherait pas. Du coup, il n'a pas voulu nous prendre. Bon, ben voilà. Pas de chance pour lui. Tant pis. Et donc, c'est assez drôle. Puis c'est encore plus drôle, peut-être si on a le temps d'en parler plus tard, mais parce que c'est revenu à Harmonia Mundi et c'est revenu plus tard vers moi, mais bon. Mais donc, du coup, Actes Sud était la deuxième évidence. Et j'ai pas eu tellement le temps, je dirais, de m'en poser des questions sur d'autres évidences, puisque j'ai écrit, je ne sais plus, ça devait être en février-mars, j'ai écrit à Actes Sud un petit mot mais vraiment un petit mot avec 2 pages Word, avec 10 bouquins posés comme programme.
et ils m'ont dit ça a l'air très intéressant, vous venez nous voir demain, enfin genre vous venez nous voir dans la semaine. Ok, donc j'ai pris ma voiture, je suis parti le lendemain à Actes Sud, je les ai rencontrés, je les ai vus et ils étaient très sympas, on parlait de choses variées, moi j'étais tout stressé, je ne savais pas s'ils allaient prendre ou pas me prendre. Et puis, on parlait de bouquins, c'était très intéressant, tout ça. Et puis, à un moment donné, la directrice commerciale s'est tournée vers moi et elle m'a dit, bon, bah, de toute façon, vous avez compris qu'on vous prenait, hein, vous pouvez aller à côté là si vous voulez signer le contrat de diffusion. Ah, ouais. Donc, ça s'est fait de manière assez rigolote et puis assez soudaine finalement. Donc voilà, je l'ai évidemment signé tout de suite, je ne me suis pas posé 36 questions et c'était parti. Et 15 jours après, il fallait que je présente le programme de la rentrée littéraire. Donc aux représentants, donc tout ça, c'est vraiment emballé, je dirais. Ça a été chouette, je n'ai pas eu le temps de me poser de questions et du coup voilà, quoi. Et pour ce qui était de le deuxième aspect de la question… Interférence, ouais. En fait, pas tant que ça, pas tant que ça, ou alors je ne le sais pas. Et en fait, je cherchais absolument pas à le savoir, quoi. Dans le sens où c'est un peu tacite entre tout le monde, que ce soit entre nous et Actes Sud, ou même avec d'autres collègues dans d'autres maisons d'édition dans tous les domaines. En fait, on ne préfère pas en parler. Quand on fait des offres, quand quelque chose nous intéresse, on fait notre offre, en fait. Je n'ai pas forcément envie et besoin de savoir qui en fait une autre. Parce que dès qu'on rentre là-dedans, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire qui l'a fait en premier, du coup, moi, je saurais mieux le défendre. Donc, bon, on a comme ça plutôt préféré ne pas trop rentrer dans ce genre de discussion. Et voilà, chacun s'intéresse au bouquin qui les intéresse, mais il n'y a pas de… On peut être des fois en opposition, enfin pas en opposition, on peut être des fois en compétition, mais ce sera sans le savoir du coup. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est toujours eux qui prennent le livre parce qu'ils font des plus grosses offres que moi. Donc, de toute façon, voilà, quoi. Mais donc bon, c'est rarement arrivé qu'on soit comme ça très clairement sur les mêmes projets. Voilà. Mais par contre, effectivement, j'ai su après que ça arrive souvent en ce moment, par exemple, que en bande dessinée, ils achètent des livres sur lesquels j'ai fait des offres, mais je le sais après. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir, Frédéric, sur les différentes collections que vous avez? Donc, vous avez une collection littérature, une collection bande dessinée, jeunesse et une collection aussi sorcière. Ouais. Voilà. Est-ce que Laurence peut nous parler déjà de sa section littérature? Bah oui, très bien. Laurence, vas-y, je t'en prie. Alors, la littérature, c'est quand même Frédéric qui l'a créée. Bon, déjà, bonjour à tous, hein. Donc, moi, je suis arrivée aux éditions Cambourakis il y a 4 ans maintenant. Donc, la littérature existait déjà, évidemment, largement dans des domaines linguistiques très variés. Frédéric a déjà évoqué tout à l'heure la Hongrie. Il y a aussi de la littérature américaine, de la littérature scandinave, donc des auteurs norvégiens, suédois. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a un panel assez vaste, aussi des langues, la littérature italienne. Et voilà, en gros, ce qu'on n'a pas, pour l'instant, c'est de l'espagnol, principalement. Il y a aussi quelques auteurs portugais. Donc, après, c'est difficile de caractériser. Comme disait Frédéric, c'est avant tout une recherche de haute qualité littéraire. Il y a ce qui est un peu une caractéristique quand même du catalogue, c'est qu'il y a à la fois donc des découvertes, soit d'auteurs oubliés qui n'ont jamais été publiés, soit d'auteurs contemporains vraiment qu'on cherche à faire découvrir. Et il y a aussi tout un pan de retraduction, de réédition, qui ça est un aspect important du catalogue, puisqu'il y a notamment toutes les nouvelles rééditions et retraductions de Nikos Kazantzakis pour le domaine grec, qui est un des auteurs, un des plus grands auteurs grecs que vous devez connaître par Zorba, qui a été adapté au cinéma, aussi pour La dernière tentation du Christ, qui a aussi été adapté au cinéma. Donc pour ces auteurs-là, on réédite certains titres en l'état et d'autres, on les fait retraduire parce qu'on estime que il y a un certain nombre d'années, la traduction pouvait être faite de manière un peu défaillante et ça peut être de manière un peu
lacunaires et c'est intéressant de donner une nouvelle voix à ces auteurs, de les moderniser et en général on essaye toujours de travailler avec le même traducteur, donc en l'occurrence pour Nikos Kazantzakis c'est René Boucher. On a le même cas avec un auteur norvégien qui est Tarjei Vesaas, qui est l'auteur du Palais de glace, de la nuit de printemps. Et donc ça, c'est Jean-Baptiste Courceau. Comment? Dans les oiseaux, mais c'est pas au Cochon d'Où. Voilà. C'est Jean-Baptiste Courceau qui traduit. Voilà. Et depuis depuis que je suis arrivée, en fait, on essaye de développer un domaine de littérature française aussi, qui était donc pas du tout une des principales caractéristiques de Cambourakis au début, mais à la fois pour donner une nouvelle visibilité et ouvrir un nouveau pan dans la maison. On a créé ce domaine à raison. L'idée, c'est d'en publier à peu près 4 titres par an. Donc la première année, on en a publié 2 et on tient à peu près ce rythme-là. Donc pour l'instant, ce sont quasiment que des premiers romans, puisqu'on essaye vraiment de développer ça, de découvrir de nouvelles voies. Et pour une bonne partie est arrivée par la poste, hein, donc c'est pas par la poste physique ou la poste électronique, mais en tout cas c'est un moyen qui fonctionne vraiment. Certains sont arrivés par des agents, voilà. Et puis au fur et à mesure, à force de publier différents auteurs, on reçoit de nouvelles propositions, des gens qui ne pensaient pas à nous pour la littérature française nous envoient des nouveaux projets. Enfin voilà, c'est encore un projet qui est encore, enfin c'est un domaine qui est encore un peu naissant, mais qu'on étoffe chaque année. Voilà, après je peux donner des exemples plus précis, mais Est-ce que vous travaillez ensemble sur le choix des manuscrits, où chacun a sa partie? Non, on parle de tout, hein. Tout est choisi en commun. C'est un vrai travail d'équipe. C'est vrai que pour le français, je cherche davantage, mais on en parle toujours ensemble de toute façon. Mais pour l'étranger, c'est pareil. On cherche tous les deux, on en parle. C'est des choix. Enfin, Frédéric confirme, mais a priori, pour moi, c'est un travail d'équipe. Voilà. Voilà. Et si je ne m'abuse, c'est votre femme qui dirige la collection Sorcière. Non, c'est ma sœur. Votre sœur, pardon. D'accord. J'ai vu le même nom, donc j'avais un doute. D'accord, ok. C'est ma sœur Isabelle Cambourakis qui a pensé et créé cette collection que effectivement j'ai accueillie en 2015. Quoi. Et alors, en quoi consiste-t-elle? Parce que c'est une collection donc Sorcière qui est particulière. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu? Ouais, je vais plutôt à ce moment-là, si tu veux bien, Mélissa, ça te dit de l'expliquer? Alors en quelques mots, comme on disait, elle a été créée en 2015, elle a 5 ans cette année. C'est une collection féministe, militante et anticapitaliste. Elle a été lancée avec la retraduction d'essais qui semblait vraiment d'importance pour Isabelle, mais qui n'était pas disponible en français. Je pense notamment aux travaux de Bell Hooks sur le féminisme intersectionnel. Ensuite, on a aussi eu des créations françaises, donc la volonté de mettre en avant des auteurs et des autrices contemporains français. Et depuis peu, comme l'ADN de Cambourakis, comme pour le reste, la collection s'ouvre aussi bien aux albums jeunesse. On en a 3 qui sont donc pour les enfants en album illustré de 3 à 8 ans pour les âges et qui défendent des valeurs qu'on a aussi dans la collection pour les adultes avec les essais. Et on a aussi 2 albums graphiques. Donc voilà, on a vraiment une collection qui est plus axée, plus militante, bien que sur certains autres projets qui ne sont pas estampillés sorcières, on peut retrouver des valeurs communes dans cette collection-là,
très rapidement, par exemple en jeunesse, on va avoir beaucoup dans les albums scandinaves une approche assez différente sur le genre. Voilà, ça égrène un petit peu partout dans la collection jeunesse, sans forcément qu'on le mette dans la collection sorcière. Voilà, donc toute la collection est dirigée par Isabelle. Il y a aussi la question de la langue, à savoir c'est l'écriture inclusive, volonté de vraiment avoir une certaine cohérence, que ce soit dans le choix des projets, dans l'écriture, pour que ça soit voilà, une représentation des féminismes en général et de tout ce qui se passe un petit peu aussi dans les marges des normes. On va avoir beaucoup de livres sur la question queer, sur la question trans, pour vraiment faire entendre différentes voix par les principaux et les principales intéressées. Voilà, pour faire très, très globalement une présentation de cette collection. Super. Moi, j'avais une question, si c'est possible. Bah oui. Oui, bonjour. Moi, je vous ai découvert avec L'Ours, c'était un écrivain comme les autres que j'avais lu il y a quelques années. Justement, j'avais été attirée par la traduction parce que Nathalie Bru est une traductrice que je connais, que j'apprécie. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'avais accédé à ce livre et donc au catalogue Cambourakis. Et je voulais savoir, en fait, si vous pouviez nous parler un petit peu des livres, soit qui sont sortis juste avant le confinement ou qui sont prévus de sortir dans les semaines qui viennent. Oui. Alors, déjà, effectivement, par rapport à la situation, je dirais, puis après, je laisserai peut-être plutôt Laurence éventuellement évoquer des titres qui vont sortir un peu plus tard dans la rentrée littéraire. Mais bon, c'est vrai que ça a été, tout a été bien chamboulé, puisque donc tout le programme d'avril, mai, juin a complètement sauté. On avait, je ne dis pas de bêtises, mais en gros, on avait une grosse vingtaine, je dirais, de livres qui devaient sortir à ce moment-là. Et finalement, il y en aura 4 qui vont sortir pendant cette même période. Donc, tout a été décalé. Il a fallu faire un gros travail de chaise musicale, de réévaluation des programmes entre toute la fin d'année et puis 2021. Donc, du coup, oui, on est encore un petit peu dans cet esprit chamboulé. C'est un peu particulier. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme livre d'avant. On pourrait, je ne sais pas, Laurent, si tu veux parler vite fait de Romain Meignier, par exemple, titre de littérature sorti en mars. Voilà, c'était notre titre grand format de littérature, parce qu'une chose que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on a toute une collection de poches en littérature, dans laquelle on réédite soit des titres épuisés, soit certains ouvrages grand format qu'on publie en poche. Donc en grand format littérature, on avait justement un titre français qui était le deuxième roman de Romain Meignier. Donc on avait publié le premier roman en 2017, ça s'appelait Revoir Marceau, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le livre s'intitule L'île blanche, donc l'écriture de Romain Meignier est vraiment moi, c'est vraiment par son écriture que je l'avais retenu et que je l'avais apprécié. Il a une écriture pleine d'humour, tout en digression, et un esprit qui cherche beaucoup les anecdotes et les détails. Dans le premier livre, c'était le point de départ, c'était un homme qui était en vacances dans une maison au fin fond de la France avec sa femme. Tout se passait bien et un matin, au moment de sortir de sa salle de bain, il se rend compte que la maison est vide, sa femme est partie et elle l'a enfermé dans la maison. Mais bon, ce point de départ pourrait être un peu banal. Ce qui fait tout l'intérêt du livre, c'est que c'est la réaction du personnage qui, au lieu de paniquer, de s'effondrer en sanglots ou de se demander ce qu'il va faire, il prend la situation de manière un peu philosophique. Puisqu'il ne peut pas sortir par la porte, il sort par la fenêtre et il se met à
à déambuler dans la région et c'est le début d'une grande traversée de la France à travers laquelle il va rencontrer toutes sortes de personnages de manière les plus insolites les unes que les autres. Et là, dans le roman L'île Blanche, il se détérialise complètement puisqu'il nous emmène en Sicile sur une île qui est un peu imaginaire mais qui est au large de Palerme, en gros. Et alors toujours avec un point de départ assez étonnant. Là, c'est un jeune couple très amoureux qui a décidé, qui avait repéré cette île pour se marier, donc un lieu tout à fait paradisiaque. La soirée se passe bien, la fête bat son plein, et à un moment, le couple sort fumer une cigarette, et là, le marié, malencontreusement, lance son mégot dans un buisson un peu trop fourni et ça va prendre feu et l'île va s'embraser. Et là, pareil, c'est le début d'une cavalcade en fait qui va donner lieu à tout ça. Donc évidemment, les invités paniqués, la mariée qui a disparu, qu'on retrouve à moitié asphyxiée, ils s'enfuient à bord d'une voiturette de golf, et ils vont se retrouver dans une maison recueillie par une famille de pseudo-mafieux, on comprend pas trop, enfin je vous en dis pas trop, vous découvrirez par la suite si vous le lisez, mais c'est vraiment... et c'est une écriture très, très sensible, très drôle. Il a vraiment un don pour caractériser les personnages et pour inventer des situations saugrenues. Donc ça, voilà, il était sorti vraiment 2 semaines avant le confinement. Sinon, en poche, on avait un titre de Maria Messina, qui était justement une autrice italienne du début du siècle. Donc le titre qu'on a republié s'appelle La maison dans l'impasse, mais on va en republier d'autres aussi. Donc elle était publiée chez Actes Sud il y a des années, justement. Ces ouvrages n'étaient plus disponibles et on a décidé de les republier. C'est vraiment une autrice qui est tombée complètement dans l'oubli, qui a eu beaucoup de succès de son vivant, en fait, quelques années après son vivant, au début du XXe siècle, et qui est totalement tombée dans l'oubli après la guerre, après où c'était plus du tout la priorité de découvrir ce genre d'écrit. Et elle a été redécouverte dans les années 80 en Italie par des gens comme Leonardo Sciascia qui ont vraiment contribué à sa redécouverte. Et c'est à ce moment-là qu'Actes Sud l'avait republiée. La maison dans l'impasse, ça raconte l'histoire donc c'est souvent des trajectoires féminines qui marque son travail, et c'est le cas dans La maison dans l'impasse, puisqu'on suit en fait une jeune femme donc une famille bourgeoise aisée mais sans plus, qui est donc une des filles épouse un notable de la région, et comme elle est très proche de sa sœur, elle demande si sa sœur peut venir l'accompagner, en fait, le temps qu'elle prenne ses marques dans cette nouvelle vie. Donc la sœur l'accompagne, et puis finalement s'installe avec eux, elle devient plus ou moins leur servante. Et au départ, il y a vraiment une relation très équilibrée entre les trois, et puis peu à peu, ça va devenir très très nocif. Le mari va peu à peu passer d'une femme à l'autre, enfin ça va devenir un climat complètement délétère. Mais ce qu'elle décrit très bien, c'est cette... ça s'appelle La maison dans l'impasse parce que les femmes ne sortent pas, au mieux elles vont sur le balcon, et c'est vraiment cette impression d'enfermement, de silence, de pression qui est extrêmement bien rendue. Il y a vraiment une dimension féministe avant l'heure, en fait, dans ses écrits, où elle rend compte de la condition de vie des femmes qui n'avaient pas leur mot à dire, qui étaient en perpétuel service de leur mari. Voilà. Ça, c'est un titre important pour nous, d'autant plus qu'on va continuer. Donc, il y a un autre titre qu'on a déjà acheté, c'est Vera, qui sortira l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment la veine redécouverte. En jeunesse, on avait un titre de... Il y avait c'était le Léo Timmers, c'est ça? Qui était le... Voilà. Donc il y avait ce que je me souviens plus, c'était Ariane Pinel. De Léo Timmers. Oui, oui. Mais il n'y avait pas le titre sur le vélo aussi? Ah oui, bon. Ouais. Enfin, le titre important en jeunesse, c'était vraiment Où est le dragon de Léo Timmers, qui est un auteur belge qui écrit en néerlandais. Et c'était voilà, ça c'est vraiment Mélissa est en train de montrer la couverture. Donc c'est un album, c'est très court, c'est très ludique. C'est l'histoire
d'un roi qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'il a aperçu un dragon et il est persuadé qu'il va se faire attaquer. Donc, il veut absolument que ses preux chevaliers lui tuent le dragon pour qu'il puisse fermer l'œil. Et donc, les preux chevaliers sont au contraire plutôt maladroits et malhabiles. Et donc, ils se lancent dans cette chasse au dragon qui ne va pas aboutir, mais ce qui est très bien rendu, c'est les jeux d'ombre et donc chaque page, les chevaliers pensent avoir trouvé le dragon. Donc il y a une ombre qui montre quelque chose qui ressemble effectivement à une créature assez effrayante. Et la page suivante, on s'aperçoit que c'est là encore, Mélissa est en train de montrer, sera plus parlant. Voilà, par exemple, ce qui était censé être un dragon et une accumulation de carottes et d'oreilles de lapin. Et tout est comme ça, en fait. Ça joue sur ce... Donc, il y a aussi un aspect très, très ludique pour l'enfant qui, à chaque page, peut imaginer ce que c'est et qui va trouver ça. Et donc, les premiers retours de lecture ont été vraiment... ça a tout de suite bien marché. Donc, on espère que l'élan va continuer et on publie un autre titre notre album de cet auteur à la rentrée. Voilà, je pense que c'est les principaux titres dont on pouvait parler pour le avant-confinement. Oui, oui, oui. Moi, je pose une option sur la bibliothèque de Mélissa. Je suis prêt à l'acheter aux enchères sans problème. Voilà. Et si quelqu'un a une autre question, sinon je... Oui, Jean-Marc, vas-y. Bonsoir, merci en tout cas de vous joindre à nous. Je crois qu'on est tous fans, moi je le suis particulièrement. Je trouve qu'en plus vous avez vraiment un soin apporté également à la forme de vos livres, autant sur l'esthétique des couvertures que sur la qualité des papiers, de la finition, des formats. Et ça, c'est particulièrement agréable. J'ai entendu effectivement que vous ne vouliez pas être spécialisé. Moi, c'est un peu le contraire. J'essaye de l'être et forcément, un éditeur, quand on aime la littérature américaine qui édite Carpenter et Beatty, ça ne peut pas me laisser indifférent. Donc, tout de suite, vous êtes en haut du top 50 ou du top 3 ou tout ce que vous voulez. Plus sérieusement, où est-ce que vous en êtes justement? Est-ce qu'il y a encore quelques Carpenter à rééditer ou à ressortir? J'avais cru comprendre que Céline Leroy disait qu'il y en avait peut-être en projet. Je sais qu'il n'y en a pas énormément. Vous en avez déjà 6 de mémoire. Et voilà, est-ce qu'on Non, il y en a encore. Il n'y en a pas beaucoup. Il en reste, ça fait longtemps que je n'ai pas évoqué la question, mais il en reste dans mon souvenir encore 2-3 quand même. Voilà. Plutôt dans la veine d'ailleurs de 2 comédiens, un peu vraiment la partie cinéma quoi, de Carpenter, qui était scénariste pour le cinéma. Donc pour l'instant, on n'a pas pris encore de décision avec Céline justement parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a toujours un travail avec le traducteur. Moi, je n'ai pas lu le dernier encore en anglais. On est toujours assez nombreux à le faire aussi pour pouvoir faire le meilleur choix. Et ça fait en fait quelques temps qu'on n'a pas précisé ça avec Céline. Alors on s'est dit qu'on allait en faire un. On ne sait pas encore lequel. Il faut qu'on relise tout ce qu'il y a parce que mine de rien, ça fait quelques années qu'on n'a pas Terre Obscure. Le dernier, c'était en 2018. 19, 2018, 17, 18. 18. Et du coup, il n'y en aura pas de toute façon avant, je pense, 3 ans. Il faut vraiment qu'on ait le temps quand même de bien choisir le texte. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas, quoi. Voilà. Mais ce sera vraiment, de toute façon, ceux qui restent sont vraiment plus dans la lignée du cinéma, donc des 2 comédiens, quoi. Ok. J'espère pas trop vous décevoir sur cette longueur, sur cette temporalité distendue. Je ne vais pas vous dire que ça m'enchante, mais c'est comme ça. Ouais, et pour Beatty, pareil, on ne sait pas trop, il est en train d'écrire, à voir, quoi. Donc, mais bon, c'est vu qu'il y a le temps du travail, le temps de l'édition, c'est pareil. Par exemple, pour Beatty, je ne pense pas qu'il y en ait avant 3 ans, quoi. Il y a un travail sérieux à faire de traduction. Beatty, notamment, c'est souvent des livres un peu assez gros, ce qui n'est pas toujours le cas de Carpenter. Mais donc voilà, il y aura au moins ce temps-là, quoi. Martine, à toi. Oui, bonsoir. J'avais une question en fait qui fait écho à ce que disait Jean-Marc.
À propos justement de vos très beaux livres, vous avez toujours des couvertures qui sont très belles, très réussies, qui attirent l'œil. Et je voulais que si vous pouvez nous parler un peu justement de votre choix de couverture, de votre choix de graphique en fait. Alors, comment en parler Bon, ce qui est déjà une évidence, ce qui est important quand on monte une maison d'édition, c'est surtout quand on est petit et qu'on a peu de moyens, c'est qu'il va falloir se faire remarquer un minimum, quoi. Donc, les textes, évidemment, sont censés faire le travail principal de ce travail-là, mais il est évident qu'il faut tout de suite travailler de manière très, très précise la charte graphique et l'esthétique et la fabrication même des bouquins. La fabrication, je dirais, les deux sont une façon de se démarquer. Si on prend la plupart des livres des gros éditeurs, hein, sans du tout critiquer la façon de travailler des autres, hein, c'est pas du tout l'esprit, mais c'est sûr que quand on arrive, quand on est un éditeur jeune, nouveau, il va falloir essayer d'attirer l'attention dans pas mal de domaines. Et du coup, vu qu'il est difficile de faire lire et donc de compter sur la qualité des textes pour avancer, c'est très clair que la charte graphique et la fab sont importants. Et ce n'est pas très compliqué, je dirais, de se démarquer dans ces deux domaines-là, en toute humilité, évidemment. Quand on a commencé, là j'en ai pas sous la main, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Cambourakis depuis les 15 ans de l'existence, mais la charte graphique n'a pas toujours été la même. Si je prends les premiers textes de la maison en littérature, par exemple, au début, je voulais pas trop, je voulais des couves typo. Je voulais que ce soit des couves assez épurées, qui soient assez péchues et voyantes. Mais attendez, bougez pas, il y en a une là. Hop, me voilà. Hop, donc ça, exemple assez typique, hein, Carinti, littérature hongroise, de la charte graphique du début. Donc, on est très très loin d'une certaine manière de ce qu'on fait maintenant, même si on n'est pas très loin non plus, même si on est proche. Grâce à la typo, évidemment, grâce à la façon de travailler, je dirais un enchevêtrement de titres, d'auteurs avec cette typo, la dimension bichromique plutôt. Donc voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant avec ça, cet exemple-là, c'est que il y a une évidence à se faire remarquer et il faut qu'il y ait une charte graphique. Il faut que, si possible, on trouve la façon pour que quelqu'un arrive dans une librairie sur une table et se dise « Tiens, ça, c'est un livre Cambourakis ». C'est très important parce qu'on a tellement de mal, mine de rien, à surnager, on dirait, dans la production, qu'il faut réussir à aiguiller au maximum le lecteur vers ce qu'il connaît et aime déjà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est, si possible, se démarquer tout simplement. Réussir comme ça à attirer l'attention. On n'est même pas tellement dans une problématique du beau, de l'esthétique, mais c'est vraiment plutôt une question d'efficacité, se démarquer, quoi. Ça, c'est très important. Donc, la charte graphique est là pour ça, pour se démarquer, pour attirer l'attention et pour être reconnaissable. Après, la fabrication, moi, j'ai toujours été un amoureux des livres, de l'objet papier. C'est pour ça qu'on n'a pas de catalogue numérique, notamment. C'est pas bien, mais bon. Mais en tout cas, tout ça pour évoquer que dès le départ, pour moi, il était important que quand on prenne un bouquin comme Cambourakis, il y ait cette dimension physique, il y ait cette dimension de la texture du papier, et que quand on l'ait entre les mains, on ait l'impression d'un ouvrage bien fait et agréable à toucher, quoi. Donc voilà, ces deux aspects-là se réunissent, si possible, j'essaye. Mais après, faut être aussi réaliste, hein, comme je le montrais. Donc ça a évolué dans le temps. Au début, j'ai essayé de me démarquer justement du plus grand nombre parce que tout le monde faisait que des couves photos, enfin avec photo. Du coup, je voulais des couves typo. Et bon, voilà, après les choses ont évolué, mes goûts aussi, ma pensée aussi. Et
et donc, la charte a légèrement évolué comme ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a réussi une belle symbiose, je dirais, entre ce que je voulais initialement, quelque chose de très épuré, et quelque chose de un peu plus efficace aussi, parce que mine de rien, on tourne je me suis un peu ennuyé, moi aussi, à force quand même, dans ces coups typos qui se ressemblent beaucoup. Donc, l'utilisation de l'image est revenue assez vite, finalement, vers… elle est devenue assez indispensable très vite pour moi, non pas que en termes d'efficacité, là, pour le coup, mais aussi en termes de proximité. J'avais de nouveau envie d'avoir de l'image. Pas pour rien qu'on travaille des livres d'images et des livres de texte. Très vite, finalement, ça m'a paru assez intéressant et plus riche de réussir à remêler tout ça dans la charte graphique et dans les objets livres, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup. Oui, Sandra? Ouais. Oui. Vous disiez tout à l'heure, la maison a une quinzaine d'années, hein, c'est ça, il me semble? Elle aura 15 ans l'année prochaine. Oui, ouais. Et au bout de 15 ans, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce que vous cherchez à asseoir ce que vous avez déjà réalisé, ou est-ce que vous avez d'autres projets à venir, une autre manière d'envisager aussi vos choix d'édition? Je ne sais pas. Quels sont vos projets éventuellement? Très bonne question, vaste encore. Je ne sais pas ce que je pourrais dire déjà, si je rebondissais sur deux éléments, par exemple, de Cambourakis avant, on va dire, mais que j'aimerais éventuellement développer. C'est justement, je pense que Cambourakis et moi, dedans, sans être égocentrique, hein, j'ai envie que ça évolue un tout petit peu justement en dehors de moi potentiellement. C'est pas pour rien qu'il y a eu aussi, je dirais, Sorcière, que Laurence s'occupe de la littérature française. Je pense que là où j'en suis, j'ai aussi envie et besoin peut-être de, non pas que Cambourakis m'échappe, mais qu'il y ait d'autres gens qui participent, quoi. Que ce soit peut-être un peu moins centré justement sur mon cerveau, mes choix, mes émotions, mes sentiments, et ainsi de suite. Donc, que d'autres personnes participent de ça, à mon avis, ne peut qu'enrichir Cambourakis justement dans le futur. Et pendant longtemps, je n'ai pas eu envie, besoin, ou je n'ai pas eu envie de partager, je ne sais pas. Bon, là, maintenant, c'est l'inverse, je dirais. J'ai plutôt envie d'ouvrir et que d'autres gens puissent se servir ou s'emparer aussi de Cambourakis pour apporter des choses, quoi. Et que moi-même, donc, là-dedans, je m'enrichisse aussi encore, parce qu'effectivement, au bout de 15 ans, on a envie d'essayer d'autres choses, on a envie de faire des choses. Ce que j'avais aussi dit au départ, c'est ma volonté que Cambourakis soit une maison d'édition généraliste, avec des choses qui étaient prévues, d'autres non, et heureusement. Il y en aura d'autres des imprévus, j'espère. Mais il y a toujours des choses que je n'ai pas encore faites. Donc, ce que j'évoquais à un moment donné, la littérature, les romans pour adolescents ou les 8-10 ans, ça c'est deux tranches de textes que j'aimerais travailler. Mais là, encore une fois, je n'ai pas le temps. Parce que ça, c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Autant la littérature française, je ne voulais pas trop le faire. Mais autant ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Mais là, par contre, j'ai plus le temps du tout. Donc, ça revient aussi un peu là à ce que je disais, à savoir peut-être enrichir Cambourakis d'autres expériences, d'autres approches, d'autres gens qui m'aideront et qui feront évoluer aussi Cambourakis vers d'autres petites choses qui me surprendront et qui m'intéresseront certainement du coup, quoi. Donc là, les romans jeunesse, j'aimerais bien aussi créer d'autres domaines, d'autres collections de sciences humaines, puisqu'il y a énormément de sujets que j'aimerais travailler, l'écologie notamment, par exemple, la permaculture, enfin bon, bref, des exemples comme ça qui sont lancés, mais donc il y a à la fois d'autres domaines qui vont, j'espère, et qui devraient arriver, mais j'aimerais aussi, je pense que j'en suis à un moment donné où Cambourakis même pourrait évoluer en s'enrichissant comme ça d'autres apports, quoi. C'est vrai que j'ai toujours un peu travaillé pendant longtemps, un peu contrôlé, et si on pouvait s'étoffer avec d'autres directeurs de collection, par exemple, ça m'enrichirait, je pense. Ce serait intéressant. Voilà.
Je pense que Cambourakis peut évoluer. De toute façon, Cambourakis, j'espère, un jour évoluera sans moi. Donc, bon. Et voilà, pour l'instant, j'envisage. Ça m'intéresse justement, voilà, qu'il y ait d'autres choses qui se présentent, quoi. Voilà. C'est un peu flou, mais. C'est très clair, c'est très clair. Mélissa et Laurence, vous avez donc une promotion prochaine. Quelqu'un a une autre question? Anthony, si tu veux bien. Oui, du bien coup, sûr. moi, j'avais une question. Vous avez été libraire, vous avez aussi été bibliothécaire. Quel est votre rapport aujourd'hui avec les bibliothèques? Et avec les librairies aussi, est-ce que vous faites des tournées pour présenter la maison? Ou est-ce que c'est quelque chose où vous n'avez absolument pas le temps de faire, en fait, en plus de votre édition, en fait? En précisant qu'Annie Rose est bibliothécaire. D'accord. Je pense que Mélissa, je pense que c'est toi qui peux peut-être le mieux parler de ça, non? Oui, je vais essayer. C'est une vaste question. Il y a un élément qu'on n'a pas donné encore et qui me semble aussi important. Donc, catalogue généraliste, 15 ans d'expérience. On est 4, 5 avec Isabelle qui est en externe, mais il y a aussi Christophe qui est au graphisme chez nous. Et à nous 4, on fait 70 titres par an. Donc, c'est quand même pas mal. Surtout que au niveau de la communication, notamment, il faut toucher aussi bien des libraires spécialisés et de la presse pour tous les domaines. On a la chance, je trouve, d'être plutôt bien identifié et très, très bien défendu par les libraires, un peu partout en France. Donc, c'est vraiment des ambassadeurs qui sont vraiment très, très, très importants pour nous. Et on essaye toujours de prioriser quand on a, en fonction des moments. On a des moments entre la rentrée littéraire de septembre, la rentrée littéraire d'hiver, la fin d'année avec différents salons auxquels on participe. Enfin, il faut toujours qu'on jongle un petit peu entre les différents événements et comment on peut se positionner parce qu'on n'est que 4. Donc, c'est pas toujours facile. En termes de tournée libraire, on essaye de pas du tout se concentrer uniquement sur Paris, même si c'est la ville qui est la plus visitée. Mais on essaie que ce soit Laurence ou moi, on essaye de se rendre le plus possible dans les endroits qui sont le plus dotés de librairies. Pour les bibliothécaires, par l'intermédiaire toujours des libraires, on avait décidé de faire plus de présentations directement pour elles, à leur destination. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées avec le Covid. Mais on essaye, malheureusement, comme c'est difficile de pouvoir réunir tout le monde, pour les bibliothécaires, en ce moment, ce qu'on essaye de faire, c'est des envois d'informations, que ce soit des catalogues ou des posters, pour leur présenter notre catalogue. Mais c'est vrai que pour le moment, les bibliothécaires, c'est un réseau qui reste moins travaillé par manque de temps et pas malheureusement par manque d'envie, parce qu'on aimerait vraiment pouvoir donner l'information la plus adaptée à tous ces publics, parce qu'on a bien conscience que voilà, un livre, il vit par différents canaux, et on essaye de vraiment essayer de répondre à tout le monde. Jusqu'à présent, on avait aussi tendance à répondre à toutes les demandes qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit pas mal. Mais là, on essaye d'être beaucoup plus proactif de notre côté. Et les 15 ans, ça nous permet vraiment de faire table rase de tout ça et d'essayer de créer une communication qui soit pour tout le monde et la plus complète possible. Voilà, en gros. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Je ne sais pas qui a levé la main. J'ai vu quelqu'un, mais Taël, oui. Tu es en muet, Taël, attends. On ne t'entend pas, Taël. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Oui. Je n'avais pas réactivé le micro. Donc bonsoir, je disais que moi je connais surtout les éditions Cambourakis pour leur BD et bravo parce que notamment Zéro Calcaré, je trouve que c'est une très très belle édition. Et j'ai remarqué que vous imprimiez en Lettonie, donc je voulais savoir si c'était un choix de qualité de papier, d'édition, enfin voilà, qu'est-ce qui fait que vous choisissez votre papier et votre impression là-bas? Alors, c'est pas toujours, enfin, on n'a pas toujours imprimé en Lettonie, mais c'est vrai que ça fait maintenant longtemps qu'on y est. Et très clairement, c'est pour un double aspect qui est pour moi fondamental, c'est le prix et la qualité. Voilà. Donc, c'est de tous les imprimeurs avec qui j'ai travaillé, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, c'est le meilleur. Enfin, j'ai quasiment jamais eu de problème.
que ce soit sur la fabrication, la reliure ou l'impression, c'est toujours nickel. Donc, du coup, c'est pour nous qui essayons de fabriquer quand même des ouvrages de qualité, avec eux, je suis totalement zen. Et ce qui n'a pas été le cas. Au début, j'ai justement comme ça essayé pas mal d'imprimeurs différents. Et si c'est pas pour rien que j'en ai essayé pas mal, c'est que souvent, il y avait des problèmes, quoi. La qualité d'impression n'était pas bonne et tout, et en France, et en France aussi. Donc voilà. Alors après, c'est vrai qu'aussi en Lettonie, ils ont un accès assez facile, et donc ça explique la question du prix. Ils ont un accès assez facile à un papier que j'aime beaucoup, qui est le Munken Pur. Bon, ça ne vous dira pas grand-chose. Mais bref, voilà, c'est pour moi un papier qui s'imprime très bien, qui est très beau, qui est très soyeux, qui a une très belle teinte naturelle. Du coup, pour la plupart des bandes dessinées, comme des albums, j'utilise que ce papier-là, pendant 150 grammes souvent. Mais donc voilà, ils ont assez facilement ce papier, qui est quand même très demandé, et en plus, ils l'ont souvent dans des délais qui sont assez incroyables, quoi. Des fois, je peux, au même moment, passer la commande avec un éditeur italien, il va me donner un délai d'un mois et demi, 2 mois pour avoir le papier fabriqué, alors que de toute façon, ce sera 4 semaines, quoi. Donc voilà, donc l'accès à ce papier est assez facile. Donc le prix, parce que du coup, ça joue sur le prix, cette accessibilité facile. Et la qualité irréprochable de l'imprimeur. Du coup, voilà. Et du coup, c'est notre seul imprimeur pour tout ce qui est beau livre, on va dire, donc bande dessinée et jeunesse. Et ce n'est pas une bonne chose parce que du coup, je suis complètement dépendant d'eux, on va dire. Si j'ai un problème ou quoi que ce soit, je ne peux pas me retourner vers quelqu'un d'autre. Mais je n'arrive pas à travailler avec quelqu'un d'autre parallèlement, ce qu'il faudrait absolument faire d'un point de vue professionnel. Je ne suis vraiment pas sérieux là-dessus. Il faut toujours avoir deux, trois imprimeurs au même moment, parce que s'il y a un problème, bon, on peut se retourner vers l'un ou vers les autres. Et bien, eux, ils travaillent tellement bien que pour l'instant, je n'arrive pas à avoir cette rigueur-là à cause de leur qualité, on dira. Voilà. Grâce à leur qualité, quoi. Oui, c'était la façon de le dire, rigolote, justement. Voilà. Merci. Je vous en prie. C'est Joali, non? Non, tu étais en muet. Frédéric et Laurence, d'ailleurs, est-ce que… Ah, je t'entends plus. Ah, oui. Tony, je ne t'entends plus. On ne t'entend plus, Anthony. Ah, pardon. C'est bon, voilà. C'est bon. Le livre qui est derrière moi, de Laszlo Krasna-Orkai, si j'arrive bien à le dire, comment vous l'avez déniché? Ah ben, ce livre-là, en l'occurrence, c'est le dernier qui est sorti, donc on a déniché l'auteur bien avant ce livre-là. Celui-là est sorti en septembre l'année dernière. Ouais. Mais c'est vrai que Laszlo Krasna-Orkai était initialement publié par Gallimard il y a maintenant très longtemps. Et c'était c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. C'est comme ça que je l'ai découvert en lisant les livres chez Gallimard. Je ne sais plus du tout quand, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus la date, c'est pas grave. C'est toujours un peu la même chose. C'est à un moment donné, je ne sais plus sur quel projet, d'ailleurs, j'ai rencontré Joël Dufeuilly, qui avait traduit Krasna-Orkai justement pour Gallimard. Et on en a parlé, et c'est un écrivain immense. Et à un moment donné, c'est trouvé, elle m'a dit que Gallimard n'allait peut-être pas garder Laszlo au catalogue. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion et voilà, quoi. Parce que avoir un écrivain de cette ampleur-là, de cette qualité-là, pour nous, c'était assez inespéré, je dirais. C'était totalement cohérent, je veux dire, dans le domaine de littérature hongroise, dans la façon de travailler de Cambourakis, puisque c'était pour moi la meilleure façon de renouer ce qu'on fait, ce qu'on fait chez Cambourakis, à savoir dans les collections de littérature, d'aller chercher, comme c'est le cas pour Maria Messina qu'on a évoqué tout à l'heure,
des classiques oubliés et de la littérature contemporaine. Donc, à ce moment-là, sur la Hongrie, sur le domaine de littérature hongroise, on était quand même principalement dans la littérature oubliée. Et Krasznahorkai était pour moi la meilleure façon de faire le lien avec le contemporain. Et voilà, quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Voilà. Je ne sais pas si du coup, Laurence, tu veux parler un peu plus spécifiquement du dernier loup ou... Comme vous voulez. Enfin, pour rappeler pour les titres importants, pour rappeler, donc il y a eu Guerre et Guerre avant le dernier loup. Il y a eu Guerre et Guerre. Il y a eu au nord, alors un titre très très long, donc j'arrive jamais à prononcer entièrement. Au nord par une montagne, au sud par une colline, enfin voilà. Et c'est Yogo, qui était le dernier gros roman qui était paru. Et donc la particularité du dernier loup, qui est un texte qu'il a écrit il y a il y avait un moment déjà, hein, il y avait bien 10 ou 15 ans, mais qui était... Dans les années 2000 ouais. Avant 2010, en tout cas, largement. Je crois, donc, à vérifier. Mais... Oui, c'est dans cette période-là. Et 2009. D'ailleurs, voilà. C'est une particularité qu'on retrouve après dans Seiyobo, mais ce texte qui court sur une centaine de pages est une phrase unique. Donc, comme ça, c'est déjà pour donner un peu une idée de la performance littéraire, mais une fois qu'on est plongé dans le texte, on l'oublie un peu complètement, puisqu'il y a cette particularité d'écriture qui fait que László Krasznahorkai crée son propre rythme, que Joël Dufeuilly, d'ailleurs, avec énormément de talent, parce que le hongrois et le français ne sont quand même pas construits de la même manière, donc il y a tout un travail un peu acrobatique pour rendre ça. Mais le dernier loup, donc c'est un personnage qu'on retrouve un peu dans tous les romans dans beaucoup de romans de Krasznahorkai, un personnage de professeur de philosophie, un peu désabusé, un peu revenu de tout, qui ne veut plus enseigner, qui ne veut plus trop traiter avec les hommes et qui, un jour, qui a ses habitudes dans un bar de Berlin et qui va régulièrement prendre sa bière matinale et qui explique qu'un jour, alors qu'il ne voulait plus sortir de chez lui, qu'il ne voulait plus travailler la pensée, a reçu une invitation mystérieuse à se rendre en Espagne, en Estrémadure, sans même aucun objet précis. On lui disait juste qu'ils avaient tellement envie de l'inviter que c'était à lui de choisir l'objet de la visite. Et alors, il s'est souvenu d'un obscur article qu'il avait lu il y a des années qui mentionnait la disparition d'un loup en Estrémadure. Donc, il a émis cette requête. Il était persuadé que c'était un canular, que jamais il serait invité. Bon, je m'éparpille un peu parce que tout est en digression, mais ça tient à ça justement, c'est que tout du long, en même temps, il a cette invitation, il est persuadé que c'est un faux, que c'est un canular, que ce n'est pas à lui que c'était adressé. Finalement, ça se concrétise, il y va, et après, c'est le récit en fait de cette aventure qui est très rocambolesque, avec une interprète qui hurle et ils vont se mettre à la recherche de ce dernier loup, effectivement, rencontrer le garde-chasse qui explique est-ce qu'il l'aurait tué ou pas. Enfin bon, il y a encore tout un mystère. Et finalement, l'objet de la recherche n'a pas grande importance. C'est vraiment l'itinéraire de cet homme qui est assez drôle, avec cette confrontation aux autres cultures, toutes les incompréhensions qu'il crée, sachant que tout ça, il en rend compte au barman de Berlin, qui est passablement ennuyé par ce récit dont il n'a pas grand-chose à faire. Et donc, c'était un peu un discours dans un discours, et c'est toute une réflexion aussi sur le rapport entre l'homme et l'animal. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est je pense, une bonne manière, quand on ne connaît pas forcément bien Krasznahorkai, de rentrer dans son écriture, parce que le livre est court par rapport aux autres. Et justement, il y a cette écriture qui déjà se met en place et avec laquelle on peut se familiariser et qui est assez hypnotisante quand même. Et il y a quand même beaucoup d'humour aussi. Il ne faut jamais oublier ça, parce que ça peut être un peu impressionnant comme ça de se confronter à Krasznahorkai, mais il y a beaucoup d'autodérision oui, et philosophie. Oui, aussi.
Jean-Marc, oui. Oui, j'avais une question, enfin deux questions, une à la fois vaste et une à la fois précise. La vaste, c'est finalement si on se projette un peu dans la suite, est-ce que vous arrivez à peu près à envisager là où vous allez emmener, parce que tout à l'heure vous avez même dit que vous pensiez à éventuellement passer la main, ça veut dire que ça commence à trotter, mais est-ce que vous savez où vous allez emmener la maison d'édition d'ici, je ne sais pas moi, 5 ans, en sachant que vous n'êtes plus tout à fait une petite maison d'édition, vous n'êtes pas encore un très gros mastodonte et peut-être tant mieux. Est-ce qu'on peut rester moyen longtemps? C'est une autre manière de poser la question vaste. Et puis sur la question précise, vous avez parlé tout à l'heure de votre passion personnelle pour la littérature d'Europe de l'Est, je crois hongroise. Est-ce que justement dans les collections, vous auriez un livre particulier à nous recommander ou un souvenir précis ou un livre qui vous tient plus à cœur que d'autres? Alors on va peut-être plutôt commencer par ça d'ailleurs, parce que l'autre question est plus vaste. Non, mais je ne sais pas, sur la littérature hongroise, si je devais choisir peut-être un texte. Et la question est possible aussi pour Laurence et Mélissa d'ailleurs. Hein. Si vous pouvez nous donner un coup de cœur chacune, ce serait aussi génial. En littérature hongroise ou dans tous les domaines? Non, dans tous les domaines. Hein. Bon, sur la littérature hongroise, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que je pense que Kostoliany est un auteur quand même qui est important dans notre catalogue, qui est important dans la littérature hongroise. Et un des auteurs les plus intéressants, je trouve, donc début de siècle. Et du coup, je conseillerais certainement Kornél-Esti, quoi, de Kostoliany, quoi, qui est un super bouquin sur la Budapest des années 20, d'un profond humanisme. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très bien de lire ce texte, par exemple. Le titre, Frédéric, je n'ai pas entendu. Kornél-Esti de Déso Kostoliany. Bon, l'accent n'est pas terrible, mais bon. Voilà. Et Laurence et Mélissa, vous avez réfléchi à un coup de cœur? Oui, Mélissa, vas-y si tu veux, parce que moi, il y en a plein. Oui, moi aussi, je voulais que tu passes en première pour pouvoir choisir le mien. Moi, je vais tricher, je vais en dire 3, mais très rapidement. C'est encore mieux. Premièrement, c'est une des découvertes dans le catalogue qui m'a beaucoup hantée, c'est l'autrice Torborg Nedreas. Notamment, c'est en poche, c'est La Nuit volée. C'est un livre que j'avais lu en arrivant aux éditions Cambourakis et qui m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est donc Torborg Nedreas, c'est une autrice communiste, féministe, et ça se sent complètement dans son livre, où elle parle de la condition féminine à travers l'histoire d'un amour passionnel et impossible entre une jeune femme qui tombe éperdument amoureuse de son professeur. Bien sûr, le qu'en dira-t-on, la rumeur fait qu'il faut se cacher, qu'elle est complètement, elle est mortifiée parce qu'elle ne sait pas comment gérer ces émotions-là. Et en fait, tout ce récit est raconté bien des années plus tard à un inconnu, et elle se livre complètement toute une nuit pour parler de cet homme qui l'a marqué toute sa vie. Et il y a vraiment toute une question sur la condition féminine, notamment sur le sentiment amoureux, sur la maternité. Et c'est vrai que, voilà, enfin, moi, personnellement, quand j'ai refermé ce livre-là, je me suis dit, mais on vient de loin, nous les femmes, et il y a encore pas mal de choses à avancer, mais c'était vraiment très, très prenant. On arrive vraiment à se mettre à la place de ces personnages-là. J'ai lu aussi dernièrement, et j'ai un peu honte de l'avouer que c'était si tardif, le fameux Zorba. Alexis Zorba de Kazantzakis, et qui est magnifique. C'est un livre qui est habité par la liberté, et quand on le lit, on a l'impression de voyager, que la vie devient beaucoup plus belle, profonde, légère. Enfin, ça a été aussi une très très bonne lecture. Et le troisième, j'espère ne pas le voler à Laurence, c'est pas paru encore. Et c'est
c'est un titre qui va paraître à la rentrée littéraire. C'est un titre italien, c'est un premier roman qui a été découvert par Laurence, qui en avait beaucoup parlé. Donc, moi, je le lisais. J'ai pas pu le lire en italien. J'ai attendu le retour de la traductrice. Pour le moment, le titre provisoire, c'est Je suis la bête. On ne sait pas encore exactement si on va garder ce titre-là ou si on va trouver autre chose. Il paraîtra en septembre. C'est un livre, c'est un coup de poing, c'est extrêmement puissant, efficace. Ça nous plonge au cœur de la mafia, dans les pouilles. C'est un père qui fait face à une épreuve. Son fils de 15 ans s'est tué, il s'est défenestré sans laisser aucune note, aucune explication. Et ce père, c'est Domenico Verdi, qui est à la tête de la mafia de la région. Et donc, bien évidemment, un homme comme ça ne peut pas rester impuissant face à cette perte, et il va essayer de comprendre l'acte de son fils et surtout de le venger. C'est une narration alternée. On va passer de plusieurs points de vue, on adopte les points de vue des différents personnages. C'est extrêmement bien fait parce qu'à chaque vraiment changement, on est embarqué dans la vision, dans la psyché de ces personnages-là. Et c'est une escalade de choses très très sombres. Il y a vraiment une spirale complètement folle qui s'enclenche, et on est complètement happé. Moi, je lis peu sur les ordinateurs, les livres numériques. Ce livre-là n'était pas encore imprimé et je l'ai lu en l'espace d'une soirée, et c'était vraiment incroyable. C'est le genre de livre qu'après on a envie de se passer et échanger le plus possible avec les gens pour essayer de comprendre ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu dans l'histoire. Et donc ça, c'est à apparaître bientôt, et c'était aussi une grosse expérience de lecture. On peut dire que Mélissa nous a très bien vendu le livre. Je ne vois pas qui ne va pas l'acheter là. C'est pas possible. Je vous encourage, et surtout je veux savoir ce que vous en avez pensé, parce que c'est ça moi qui m'obsède après, c'est de savoir quel chapitre. Il y a vraiment des scènes incroyables. Enfin voilà. Je laisse Laurence encore un petit peu réfléchir. Il y a François qui avait une question, mais son micro ne marche pas. Il voulait savoir. Excusez-moi juste d'abord, parce que il y avait Jean-Marc qui avait passé qui avait une partie de questions sur laquelle je n'ai pas répondu. Donc, soit on se la garde pour après, il n'y a aucun problème. C'est juste pour ne pas oublier Jean-Marc que je dis ça. Allez, tu as raison. Alors, on y va, Frédéric, vas-y. Ah, du coup, j'y vais maintenant, ok. Allez. Donc, Jean-Marc. Alors, effectivement, j'ai peut-être évoqué le fait de passer la main, mais je dis surtout que ça arriverait un jour, certainement, malheureusement, mais pas tout de suite quand même. Mais au-delà de ça, pour revenir sur la question de l'évolution de Cambourakis à moyenne longue échéance, avec ce que vous évoquiez, à savoir, effectivement, maintenant, on vient tout juste, on va dire, d'être une maison moyenne, parce qu'en gros, on passe à moyen au-delà de, sans rentrer dans les chiffres, mais de 1 million de chiffre d'affaires, ce que nous venions de faire l'année dernière. Mais donc, avant, nous étions encore quand même dans la petite édition. Là, effectivement, on flirte entre la petite et la moyenne édition. Bref. Bon, cette question-là, elle est un peu, je dirais, d'actualité aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué, là, sincèrement, à l'heure actuelle, de réfléchir sereinement et sérieusement à 5 ans. Parce que, en toute sincérité, je ne sais même pas comment ce sera dans 6 mois. Il est très difficile d'évaluer l'impact de ce sacré coronavirus. Là, très clairement, les librairies ont été fermées, reprennent. Le réaménagement de programme qu'on a évoqué à un moment donné fait que, de toute façon, en gros, on va avoir quasiment un chiffre d'affaires de 0 sur avril, mai, juin, juillet. Donc, bon, heureusement, en fait, la maison avait fait une assez belle année 2019, sans que ce soit délirant, mais ça va nous permettre au moins, je dirais, de gérer l'immédiateté de la problématique. En l'occurrence, la trésorerie, on va dire. Donc ça, à courte échéance, c'est ce qui nous permet là, à l'heure actuelle, de pouvoir tenir, travailler correctement, de pouvoir appréhender, je dirais, les mois qui viennent avec un peu de sérénité. Mais sincèrement, si ça repart
pas bien dès août. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, dans quel état on sera dans un an ou quoi que ce soit, quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai évoqué pas mal de choses sur des envies que j'avais à un moment donné de, non pas de partir donc, mais plutôt d'amener comme ça d'autres personnes, d'autres expériences qui pourraient me faire du coup évoluer Cambourakis aussi. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est quand même plus compliqué de réfléchir à un futur à 2-3 ans, parce que j'ose espérer que Cambourakis tiendra. Mais rien n'est sûr, quoi. Donc, l'année prochaine, heureusement, c'est un bon concours de circonstances. C'est les 15 ans de la maison d'édition. Et ce sera comme ça vraiment l'occasion aussi de travailler, et de travailler notamment ce qui peut permettre de passer tout ça, à savoir le fond, beaucoup. Et c'est assez amusant finalement qu'on termine le confinement par une discussion tous ensemble, où on réévoque comme ça aussi l'histoire et le fond de la maison. Ce sera beaucoup ce fond qui va nous permettre de tenir et d'avancer, je pense. Et les 15 ans seront parfaits pour ça. Les 15 ans vont nous permettre de revenir là-dessus, d'en rediscuter, comme nous faisons maintenant. Et ça va être primordial. Mais donc oui, à longue échéance, c'est encore plus compliqué, puisque là, d'autres questions se posent, beaucoup plus vastes encore. Mais non, mais je rigole. Mais du coup, là, c'est vrai que à courte échéance, c'est assez complexe d'envisager le futur. Je pense et j'espère qu'on va passer 2021 et qu'ensuite on pourra recommencer à travailler, et que tout ce que j'ai expliqué sur ma volonté de développement, mais pas de développement financier, c'est pas ça la question, mais plutôt de développement d'expérience, de développement de domaine, ça fait partie de l'ADN du projet de toute façon. J'ai toujours voulu faire des choses différentes, s'enrichir d'expériences diverses. Et je veux qu'il y ait ça encore dans le futur, ça c'est clair. Mais il faudra en avoir les moyens. Et j'espère que finalement, le coronavirus ne nous fait pas repartir 6-8 ans en arrière, quoi. C'est juste ça, quoi. Voilà. Okay. Désolé pour l'autre question. C'est parfait. Je l'ai encore en tête. Bon, voilà. François, son micro est coupé, donc je pose la question à sa place, qui est belge et qui habite en Belgique forcément, demande si vous êtes présent dans ce pays ou très peu. Mélissa, tu veux répondre ou je réponds comme tu veux? Comme tu veux toi. Tu peux compléter si tu veux. Alors, au niveau de la Belgique et de la Suisse, en fait, la commercialisation est assez… on est diffusé par Actes Sud, donc les livres sont disponibles et on essaye de faire des tournées, notamment à Bruxelles. C'est notamment des libraires qui nous soutiennent beaucoup, ceux dont je parlais plus tôt. On a vraiment de super bons contacts avec les libraires belges. Donc oui, les livres y sont. Ensuite… Est-ce que vous étiez à la Foire du Livre de Bruxelles ? Alors non, mais certains de nos auteurs, une illustratrice, y était sur le stand d'Actes Sud, mais c'est vrai que c'est toujours la même question, dans le sens où pour y aller, il faut avoir le temps et on n'avait pas jusqu'à présent l'occasion de pouvoir nous y rendre, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aura l'occasion de creuser pour les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, parfois nos auteurs y participent sur le stand d'Actes Sud, mais nous-mêmes, on n'y est pas, non. Si tu veux compléter, Frédéric. Non, c'est vrai que pour l'instant, la possibilité d'être présent comme ça sur le stand d'Actes Sud, c'est assez pratique. Mais effectivement, d'un autre côté, ça ne permet pas de prendre la problématique un peu à bras-le-corps. Ce serait bien à un moment donné qu'on y aille. Ce serait bien qu'on y aille physiquement, nous aussi, je veux dire, qu'on accompagne la présence de nos livres ou de nos autrices, auteurs. Donc voilà, ça se pose pour tous les salons. Mais c'est vrai que celui-ci en Belgique, c'est sympathique. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de libraires. Je suis convaincue pour les frites, on viendra. Pas suivi là. Il y a une conversation sur les messages. Ah, on peut parler on peut converser aussi.
Ah ouais, d'accord, ok. Oui, mais tu es convié, hein, Frédéric, tu es convié. Ouh là là, c'est trop technique pour moi, tout ça. Et On est Laurence, invité en Belgique pour aller manger des frites, Frédéric. voilà. Ça marche, ça marche. Laurence, Laurence, je Plaisir. ne t'oublie pas pour le coup de cœur. Hein. Oui, oui. On doit trépigner. Du coup, il y a tellement de choses. Mais bon, comme Mélissa m'a facilité la tâche en parlant effectivement du livre de la rentrée, mais je tiens quand même à redire qu'effectivement, c'est un livre auquel on croit beaucoup parce c'est la réflexion qu'on se faisait. On l'a lu tous les trois. On n'a pas forcément tous les mêmes goûts et vraiment, on a tous été happés par le texte. Donc, je vous encourage tous à le découvrir. Krasnorka a déjà aussi été évoqué, donc je vais pas en reparler, mais c'est évidemment un auteur phare du catalogue. J'évoquerai Roberto Hart. Il y a Roberto Hart, oui, évidemment, bien sûr, Les Sept Fous. Et là, j'aimerais parler peut-être d'un livre peut-être moins connu, d'une autrice de Kalia Papadaki, une autrice grecque, dont on a publié le roman en grand format l'année dernière, et on va le ressortir en poche à la rentrée. C'est une autrice qui est par ailleurs scénariste, donc elle a vraiment un sens de la narration, de la construction de l'histoire. Et donc elle est grecque, mais le roman n'est pas aussi grec que certains autres qu'on peut avoir au catalogue. C'est vraiment l'histoire de l'immigration grecque aux États-Unis sur 3 générations. Depuis l'arrivée du grand-père en bateau à Camden, plein d'espoir au début du XXe siècle, avec la volonté de travailler à l'usine et peu à peu de s'élever, de faire fortune et de construire sa famille. Tout ce qui est très bien rendu c'est vraiment la relation avec toutes les autres communautés immigrées, la solidarité qui se crée les uns entre les autres, avec les Italiens, une forme d'entraide. Il y a aussi effectivement plein de petits trafics qui se mettent en place. Et puis à la génération suivante, les industries qui faisaient Flores quittent la région pour aller au Mexique ou à l'ouest des États-Unis. Donc comment petit à petit les espoirs disparaissent et ça jusqu'à la 3e génération où le rapport au pays d'origine est beaucoup plus lointain. Mais il y a toujours une certaine nostalgie qui est cultivée. Et ce qui est très bien rendu, c'est la manière dont c'est incarné par les différentes générations, à chaque fois avec des personnages de femmes assez fortes, notamment une petite fille à la fin qui est complètement déboussolée. Parce que la manière dont est construit le roman, c'est... il y a des flashbacks réguliers, en fait. Toutes les périodes sont intriquées et on voit bien... c'est une bonne manière de rendre justement le rapport à la Grèce qui s'éloigne petit à petit, mais qui reste présent pour chaque génération. Mais voilà, bon, c'est surtout très vivant, très, très incarné, et avec toujours une forme de mélancolie, mais une force de vie surtout de ces différents personnages, comment ils rebondissent à chaque fois, comment ils s'accrochent, et malgré la misère, et voilà. Donc un récit assez universel finalement aussi. Tu peux redonner le nom? Ça s'appelle Sillage au pluriel de Kalia Papadaki. D'accord. Et c'est vraiment une écrivaine à suivre. Et il y a vraiment une dimension. Comment? Oui, vas-y. Je disais, il y a vraiment une dimension saga familiale qui est vraiment captivante et très cinématographique. Et il sort en poche fin août en fait. Il ressort en poche fin août. À noter que cette collection poche est juste merveilleuse. Il faut le dire. C'est vrai, il faut le dire. Quelqu'un a une autre question? Moi, j'avais juste une petite question pour compléter. Je n'ai pas entendu, ou peut-être qu'il n'a pas été donné, le nom de l'auteur de ce roman de la rentrée littéraire, dont le titre est provisoire en plus. Donarea. Andrea Donarea. Merci. Et Valérie, tu avais une question? Oui. Mais du coup, je l'ai perdu en écrivant. Parce que, effectivement, Béa, c'était aussi la question de Béa était intéressante parce que je me la posais également. Non, si j'ai retrouvé. Par rapport au livre numérique, comment est-ce que vous vous positionnez, Frédéric? Je ne me positionne pas. C'est ça.
Enfin, si, du coup, forcément, c'est un positionnement, mais non, j'ai jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, du coup, le coronavirus peut du coup nous inciter à avancer sur cette question, mais ça ne m'intéresse pas, en fait, du tout. J'ai jamais réussi à m'intéresser à cette dimension technologique. Je tiens pour moi, je suis un éditeur de livres papier, donc je tiens à ça, un peu trop certainement, un peu bêtement, je veux dire, mais c'est pas, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de me poser toutes ces questions, de savoir comment bien le faire aussi, du coup. Et vu que ça ne me passionne pas, que ça m'intéresse pas, que j'y crois pas aussi, c'est ça, j'y crois pas trop comme support. En dehors éventuellement du professionnel, comme support professionnel, effectivement, excusez-moi juste 2 petites secondes. C'est au cas où. Qu'est-ce que je disais d'ailleurs du coup, le numérique. On est sur le numérique. Oui, donc j'arrive. Il y a vraiment cette question du temps. Il y a vraiment cette question du temps. Comme le disait Mélissa tout à l'heure, mine de rien, on est débordé. On est 4 pour faire 70 livres par an. Donc, chaque problématique nouvelle est tout de suite est complexe, quoi. Donc, ce dossier-là, que j'ai laissé sur le chemin parce que, sincèrement, je ne m'y intéressais vraiment pas, j'arrive pas à le reprendre de manière sérieuse. J'arrive pas à le travailler de manière sérieuse. Ça se travaille, chaque chose travaille de manière sérieuse. Donc, est-ce que là, c'est la problématique du confinement, donc, bon, si on avait eu du numérique, on aurait peut-être pu s'en servir, mais on y viendra, je dirais. Allez, on y viendra certainement, parce qu'on nous y pousse, parce que je ne sais pas, mais bon, je pense je me sens un peu obligé de le faire et je pense qu'on le fera à un moment donné. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu prendre le temps de régler cette problématique. Et sur des livres audio, Frédéric, c'est le même sujet ou c'est encore à part? C'est en partie le même sujet dans le sens où là, pour le coup, je n'ai pas le temps du tout. Mais par contre, il n'y a pas du tout la même question du désintérêt. Là, au contraire, je trouverais ça très intéressant parce que c'est aussi le vecteur pour une autre façon de, entre guillemets, lire, quoi, enfin, d'écouter des textes, la possibilité de texte. Donc, non, là, je trouve ça intéressant comme support, mais là, pour le coup, c'est pareil, je n'y connais rien. Je ne connais pas les acteurs, je ne sais pas comment ça marche, et je n'ai pas le temps, du coup. Donc, tout ça réuni fait que non, je ne peux pas, quoi. Donc, surtout que ça, c'est… on peut assez facilement, et beaucoup plus que dans le numérique, passer par d'autres éditeurs, je veux dire. Il y a des éditeurs qui font ça, qui font que ça. Donc, je pourrais éventuellement m'associer finalement à quelqu'un pour le faire. Ça, c'est une bonne chose aussi, souvent, quand on n'arrive pas à faire soi-même quelque chose ou qu'on n'arrive pas à la faire bien. S'associer, c'est pas mal. Je pourrais faire ça. Si j'avais le temps de me poser là-dessus, je ferais des recherches sur un bon partenaire là, pour faire ça, oui. Clémence, tu avais une question qui reprenait en partie celle d'Églantine? Oui, tout à fait. C'était une question sur la traduction, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'était tout d'abord pour savoir comment vous choisissiez vos traducteurs, pour savoir s'ils étaient rattachés à la maison d'édition. Et moi, j'avais une petite question en plus. Si j'ai bien compris, vous aviez tendance à avoir recours au même traducteur. Est-ce que le but, alors je suppose que c'est pour le même auteur, mais sans certitude, ou est-ce que c'est pour la même langue? Et si c'est pour le même auteur, est-ce que le but, c'est aussi qu'il s'imprègne du style de l'auteur ou pas? Oui, bah, complètement, oui. Déjà, pour ce qui est du même auteur avec un traducteur, il est important, il y a les deux sens. Il est important que le traducteur, évidemment, il s'imprègne de la voix de l'auteur, et puis il travaille un auteur, puis ça va être le cas. Mais il est aussi important que les lecteurs aient la même voix, et donc aient le même traducteur pour un même auteur. Moi, je trouve, après, ça peut arriver, mais dans la limite du possible, il faut absolument qu'un traducteur suive un auteur. Sinon, on se retrouve avec finalement un même auteur qui est donc inaccessible dans la langue et qui va se retrouver avec 5-6 voix, puisque mine de rien, un traducteur ne travaille pas de la même manière qu'un autre. Donc, c'est pour ça, c'est pour les deux aspects, quoi. Et c'est presque surtout pour l'aspect principal vis-à-vis du lecteur, quoi. Donc, qu'il puisse être face à une même voix. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait
Bezos, en norvégien, on fait retraduire complètement par le même traducteur, voilà, pour que la voix soit la même, quoi. Donc, pour cet aspect-là, la question, voilà. Pour ce qui est de les traducteurs, c'est toujours un peu des deux, dans le sens où on va les chercher, ils viennent vers nous, et de manière un peu différente et pas avec les mêmes proportions à travers l'histoire de la maison. Évidemment, au tout début, c'est plus moi qui vais en chercher puisque personne ne connaît. Maintenant, c'est rééquilibré et les traducteurs viennent vers nous. Donc, tout ça réuni, voilà, nous permet comme ça d'arriver effectivement à rencontrer nos traducteurs. Alors après, c'est vrai que j'essaye quand même, on essaye de... Moi, l'idée, c'est d'en trouver des très bons. Ça paraît évident, mais bon, voilà, d'en trouver des très bons parce qu'on travaille des littératures avec des auteurs qui sont quand même assez exigeants. Donc forcément, il faut des très bons traducteurs. Et c'est aussi plus simple. Moi, je préfère aussi, donc là, en dehors des auteurs, c'est-à-dire que si on travaille avec un traducteur pour un auteur, mais ça n'empêchera pas qu'on travaille sur un autre auteur. Au contraire, effectivement, on favorise ça. Parce que quand on a trouvé quelqu'un qui travaille bien et qui est sympa, avec qui ça se passe très bien, moi, mine de rien, je suis rassuré et je gagne du temps. Donc, c'est assez sain, finalement, tout ça. Donc, effectivement, au final, on travaille avec un certain nombre de traducteurs peut-être assez restreints, mais tous super, tous de très bons traducteurs. Et ça permet vraiment de travailler comme ça. On le répète, on revient toujours un peu aux mêmes choses. On manque de temps. Donc, travailler avec un nouveau traducteur qu'on ne connaît pas, même s'il travaille très bien, ça prend plus de temps que de travailler avec un traducteur qu'on connaît. Donc voilà. Et puis travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut aussi être, même si c'est bien de laisser sa chance à des jeunes traducteurs évidemment et tout ça, mais ça peut aussi être des mauvaises surprises. Ça peut être un travail à refaire, ça peut être toute une trame à revoir, enfin bon voilà. Et donc c'est vrai que pour éviter tout ça, vu qu'on a peu de temps, avoir tout de suite des très bons traducteurs qu'on connaît, c'est pour moi la meilleure des façons d'avancer. Voilà. Ça nous arrive quand même d'élargir l'équipe, notamment sur les nouveaux domaines linguistiques. Voilà. Oui, bien sûr. Faut pas, voilà, ne serait-ce que pour ce que je viens de dire, à savoir éventuellement même, dire si on ne donne pas la chance à certains jeunes traducteurs, bon, ça avance pas, quoi. Donc il faut savoir élargir, mais il n'empêche quand même qu'il faut que, effectivement, j'aime bien travailler avec ce noyau de traducteurs vers qui on va régulièrement. C'est rassurant. Par rapport à la traduction, j'avais une question, Frédéric. Est-ce que ces traducteurs avec qui vous avez l'habitude de travailler, avec lesquels il s'installe finalement une hypersensibilité par rapport à un auteur, est-ce qu'ils arrivent à vous convaincre de certains changements, de certaines coupes, d'une façon un peu différente d'envisager l'œuvre par rapport à la langue et dans laquelle elle a été écrite? Est-ce que ça arrive? Alors, bon, déjà, d'une manière générale, c'est pas que nous, hein, les traducteurs à l'heure actuelle, les éditeurs à l'heure actuelle ne font plus de coupe. Donc, de toute façon, il n'y a plus du tout cet aspect-là. Donc, de toute façon, on retransmet l'intégralité, l'intégrité totale du texte. Par contre, évidemment, nous, et ça je pense comme beaucoup, et j'espère en tout cas, on est totalement à l'écoute de tout ce que dit le traducteur et je veux dire, je ne suis pas là pour leur dire le texte doit être comme ça ou comme ça. Ils sont totalement libres de faire au mieux, la qualité prime et l'écoute évidemment aussi. Sinon, ce que je viens de dire de toute façon avant ne fonctionnera pas. Si on n'arrive pas à installer un travail en commun qui soit respectueux dans les deux sens, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc, on est totalement à l'écoute de ce qu'ils disent. On n'impose rien. Mais par contre, effectivement, pour la coupe, ça n'existe plus. On ne travaille plus comme ça. Merci. J'ai une autre question concernant aussi la question de la langue et de la traduction. Vous lisez vous-même dans combien de langues? Et quand c'est un livre qui vous arrive dans une langue que vous ne maîtrisez pas, est-ce que vous lisez une autre traduction en français ou est-ce que vous lisez une traduction en anglais? Enfin, voilà, comment est-ce que vous fonctionnez éventuellement dans ces situations-là? Alors bon, déjà, personnellement, je lis que l'anglais, et encore en plus très mal. Mais bon, voilà. Laurence, toi, tu lis l'anglais et l'italien. Donc, ça pose un petit peu déjà ce qu'on peut nous aborder totalement.
Et effectivement, de toute façon, ça c'est une question fondamentale de l'édition. C'est du coup, à partir du moment où tu ne maîtrises pas les autres langues, est-ce que tu te lances, est-ce que tu traduis, est-ce que tu publies autre chose? Donc moi j'ai décidé que oui, même si je ne les ai pas les langues. Et là encore, ça rejoint ce qu'on a dit, c'est le travail, c'est la confiance avec les traducteurs. Il y a forcément dès qu'on s'intéresse à des textes, ils traduisent des morceaux. On a des résumés, il y a des systèmes de fiches, mais effectivement, il n'y aura pas la lecture complète dans la langue d'origine. Il y aura des lectures d'extraits de traduction et des discussions et des discussions avec le traducteur, avec l'éditeur, enfin avec plein de gens comme ça. On fait faire des fiches de lecture aussi. Voilà. Alors après, effectivement, si le livre existe dans une langue qu'on peut lire, à ce moment-là, on va le chercher et on va le lire en anglais, évidemment. Donc voilà. Les éditeurs scandinaves, par exemple, sachant que peu de personnes lisent leur langue, en général, fournissent d'emblée un extrait de traduction en anglais. Et il arrive, par exemple, pour un livre de Merete Lindström, une autrice qu'on a publiée en janvier dernier, donc on a acheté 2 titres. Un des 2 était totalement traduit en anglais et ça nous a aidé à prendre la décision. Voilà. François, qui avait une question aussi sur le parcours de Laurence et de Mélissa. Comment vous en êtes arrivés là? Alors moi, j'ai fait des études assez généralistes, enfin un bac littéraire, après des études générales, Sciences Po, j'ai fait des études spécialisées en édition, des stages. J'ai travaillé pendant 10 ans aux éditions Bourgois, qui était une maison d'édition déjà spécialisée en littérature étrangère. Et voilà, à un moment, j'ai voulu changer et la possibilité de travailler chez Cambourakis s'est présentée et est très bien tombée. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai fait pareil, bac littéraire, mais je me suis tout de suite orientée vers la communication. Et j'ai fait plusieurs stages, mais plutôt en relation presse. J'ai travaillé pour les éditions Flammarion, un peu Hachette, et ça fait 2 ans maintenant que j'ai rejoint Cambourakis avec un poste beaucoup plus complet parce qu'il y a relations presse, relations libraires, les salons, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on disait au départ, et la possibilité de travailler plusieurs domaines, là où par exemple chez Flammarion, je m'occupais que des sciences humaines. Donc un poste beaucoup plus complet, beaucoup plus varié, beaucoup plus intéressant. Et je dis pas ça parce qu'il y a Frédéric Cambourakis qui écoute. Et voilà. Et du coup, ça fait et Christophe, le graphiste, ça fait aussi 2 ans. On arrive à peu près en même temps, donc ça fait maintenant 2 ans que l'équipe est au complet sous ce format-là. Et ça se passe bien. Si quelqu'un a une autre question avant que je fasse la capture d'écran, la fameuse. C'est bon, alors mettez-vous sur vos meilleurs profils, je fais une petite capture d'écran. Voilà, toutes les filles se recoiffent, évidemment. Oui, non, toi et moi, Frédéric, on n'a pas besoin de se recoiffer. Et non. Parfait, c'est bon, super. Alors, si quelqu'un a une autre question ou c'est bon? Ok. Bon, alors déjà, merci Frédéric, merci Mélissa, merci Laurence. Merci à vous. C'était un plaisir et avec grand plaisir aussi pour vous revoir pour les prochaines sorties de romans. Si vous voulez revenir, ce sera avec un immense plaisir. Ou pour les 15 ans, ça c'est évident qu'on sera ravis également de vous avoir pour les prochains 15 ans. Ce sera avec plaisir. Et François, dès la prochaine fois avec des frites. Ah oui. Avec grand plaisir. Alors, merci beaucoup à vous et Frédéric et Mélissa et Laurence. Je vous enverrai la vidéo pour que vous la revisionnez avec le sourire, évidemment. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end.